Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette vidéo est la suite de celle qui a été postée précédemment, où il était question de donner les raisons, pourquoi il était question du pourquoi est-ce qu'on va utiliser les bases de données NoSQL alors que nous disposons déjà du modèle relationnel et que c'est un modèle, donc les bases de données SQL, qui marche très bien, qui donnent de bons résultats et qui ont un haut degré donc de fiabilité et de cohérence, qui permettent donc le maintien de la cohérence de nos bases de données. Donc on avait dit en fait c'est un problème de taille et c'est une montée, c'est-à-dire que le NoSQL en fait il est intimement lié à la mouvance ou bien du big data, et ces données-là pour pouvoir les gérer, pour pouvoir les stocker, on a besoin de les distribuer, on a besoin d'avoir un accès rapide et on a besoin de s'affranchir des contraintes qui sont posées par le modèle relationnel. Alors, nous allons voir aujourd'hui les différents types de modèles bases de données, des bases de données NoSQL, mais juste avant, on va revenir sur cette vidéo, sur cette diapositive qui était la toute dernière de la partie précédente. Donc là, ce sont les caractéristiques générales des bases de données NoSQL. Donc, les bases de données NoSQL n'ont pas de schéma, ou bien ont un schéma dynamique, c'est-à-dire qu'il peut changer. On va voir tout à l'heure un petit exemple. Les données sont complexes ou imbriquées, donc complexes de différentes, ça peut être hétérogène, donc, et puis imbriquées, vous pouvez avoir quelque chose à l'intérieur de par exemple, une personne qui a comment on appelle ça, des préférences, pour ne pas dire autre chose. Donc ils préfèrent faire du vélo, regarder la télévision. Donc tout ça, on peut le retrouver à l'intérieur de son profil. Le partitionnement horizontal des données sur plusieurs nœuds, donc on a dit que pour le modèle SQL, il se prête mieux à une montée en échelle verticale, c'est-à-dire on augmente les capacités de la machine, alors que là on est sur une montée en échelle horizontale, c'est-à-dire que les données sont distribuées sur plusieurs serveurs, avec une éventuelle utilisation des algorithmes selon l'approche MapReduce. Le paradigme, MapReduce. On a parmi les caractéristiques aussi des bases de données NoSQL, c'est la réplication des données. Alors, vous regardez, on a un petit exemple là. Donc, on a une autre base initialement. Vous avez 5 blocs en tout. Après, ces 5 blocs, nous allons les partager entre 5 nœuds. Au lieu que ce soit sur la même machine, ils seront sur 5 machines différentes. Et vous voyez que nous avons la réplication, c'est-à-dire les nœuds sont dupliqués. Ceci permet la disponibilité, c'est-à-dire que s'il y a une machine qui tombe en panne, on peut récupérer les données à partir de l'autre machine. Et là, ça nous emmène tout naturellement au point suivant, c'est que les bases de données NoSQL privilégient la disponibilité à la cohérence. Donc, vous avez là, par exemple, le quatrième, tous les blocs. Prenons l'exemple du bloc 4 qui se trouve sur le premier nœud, le troisième et le dernier nœud, c'est-à-dire la machine 1, 3 et 5. Et donc là, imaginez que l'on fasse une mise à jour sur des données qui sont sur ce bloc-là. Il se pourrait que la mise à jour soit faite sur le premier bloc, mais que pour le troisième et le quatrième, ça soit différé. Et donc, à ce moment-là, quelqu'un qui consulte, qui fait une opération de lecture, il pourrait trouver des données qui ne sont pas mises à jour par rapport au nœud 1. C'est pour ça qu'on dit que ces bases de données NoSQL privilégient le plus souvent la disponibilité à la cohérence. Donc, nous avons pour la plupart, ce sont des AP et ou bien, donc, on peut aussi avoir des CP, mais vous remarquerez qu'on a toujours là cette tolérance au partitionnement qui existe toujours sur les bases de données NoSQL. Et donc, les bases de données NoSQL, on l'a dit la dernière fois, n'ont pas en général la gestion de transactions. Alors, les transactions, c'est que lorsque nous avons beaucoup d'opérations de lecture, écriture surtout. Et là, pour le NoSQL, c'est plus des bases de données où nous avons beaucoup de lecture. Alors, voici les différents types de bases de données NoSQL, et il y en a d'autres, hein, donc, mais c'est les grandes, les plus connues modèles qui existent. Donc, nous avons le modèle clé-valeur, le modèle colonne, le modèle document et le modèle graphe. Alors, le modèle clé-valeur est un modèle basique
où chaque objet est identifié par une clé unique constituant la seule manière de le requêter. Le modèle colonne, il permet de disposer d'un très grand nombre de valeurs sur une même ligne, de stocker des relations one-to-many, d'effectuer, donc c'est comme on les a dans le modèle relationnel, hein, 1 à plusieurs, d'effectuer des requêtes par clé adaptées, donc ce type de modèle est adapté au stockage de listes, des messages, des posts, des commentaires, etc. Puis nous avons le modèle document, pour la gestion des collections de documents, composés chacun de champs et de valeurs associées, des valeurs pouvant être requêtées. C'est un modèle qui est plutôt adapté au stockage de profils des utilisateurs ou de profils utilisateurs. Enfin, le modèle graphe, il sert à gérer les relations multiples entre les objets. Ce modèle est particulièrement adapté aux données issues des réseaux sociaux. Alors, revenons au premier modèle, c'est le modèle clé-valeur. Alors, dans ce modèle-là, donc les bases de données clés-valeurs fonctionnent comme un grand tableau associatif. Donc, vous avez des clés et des valeurs. Et en fait, on ne connaît pas la structure des valeurs que l'on va requêter, hein. Les données sont simplement représentées par un couple clé-valeur. La valeur peut être une simple chaîne de caractères ou un objet sérialisé, etc. Cette absence de structure ou de typage a un impact important sur la requête. Donc, avant de passer aux implémentations les plus connues, regardons donc un exemple. J'ai pris l'exemple de donc la clé titre. La valeur c'est Nesmler parce que bon c'est le Ramadan, ça nous ramène aux séries de Nesmler de Bayouna en fait. Hein. Donc le titre, la valeur Nesmler City, la saison 1, saison, ça c'est la clé, la valeur c'est 1. Les acteurs. Vous remarquerez, là, on a un ensemble d'acteurs. Donc, c'est Bayouna, Nawel, Hassan, des virgules. Je peux mettre ce que je veux. Hein. Alors, les implémentations les plus connues, c'est RIAC, et puis Redis et Voldemort. Donc, c'est des implémentations qui sont les plus connues et qui relèvent de ce modèle de données. Alors, le deuxième modèle, c'est le modèle colonne. Alors, les principaux concepts associés à ce modèle-là, c'est la colonne. Alors, la colonne est une entité de base représentant un champ de données. Et c'est exactement ça. Hein. Donc, la colonne, c'est un peu comme le champ dans le modèle relationnel. Chaque colonne est définie par un couple clé-valeur. Donc, vous regardez juste, donc là à gauche, vous avez une clé et à une clé correspond un ensemble de valeurs, de clés-valeurs. Donc, la colonne 1, sa valeur. Donc, colonne 2, sa valeur. Et là, vous avez des clés et des valeurs hein, sur chaque colonne. Une colonne contient donc une colonne peut en fait contenir d'autres colonnes et à ce moment-là, on va l'appeler supercolonne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une famille de colonnes? Elle permet de regrouper plusieurs colonnes. Plusieurs colonnes. Les colonnes sont regroupées par ligne et chaque ligne est identifiée par un identifiant unique assimilé aux tables dans le modèle relationnel. Elles sont identifiées donc par un nom. Donc, voici un exemple. Les données sont stockées par colonne, non par ligne. On peut facilement ajouter des colonnes aux tables. Par contre, l'insertion d'une ligne est plus coûteuse. Quand les données d'une colonne se ressemblent, on peut facilement les compresser. Alors, ce modèle-là, le modèle colonne, est un modèle qui est proche. Je pense que c'est le plus proche du modèle relationnel, des modèles de système de gestion de base de données relationnels. Mais ici, vous avez le nombre de colonnes qui est dynamique. Ça peut varier d'un enregistrement à un autre, ce qui évite de retrouver les colonnes ayant des valeurs nulles. Donc, juste à gauche, vous avez l'exemple de 2 enregistrements, si vous voulez, hein, en parlant langage relationnel, de type langage relationnel. Donc, vous avez les clés, la même clé pour les 3 premières colonnes. Donc, vous avez la clé, vous avez la première colonne, c'est pour l'auteur, vous avez la valeur qui est la valeur de l'auteur. Deuxième colonne, c'est le titre, la valeur de l'ouvrage. Et puis, donc là, on est sur une base de données des ouvrages, hein, de livres. La troisième, c'est l'année. Donc là, vous avez trois colonnes. Donc, vous avez une clé à laquelle on va avoir 3 colonnes. Pour chaque colonne, vous avez clé-valeur. Par contre, pour la deuxième clé, vous avez uniquement 2 colonnes. Alors, vous voyez que là, on n'a pas l'année. Alors que si on était sur un modèle relationnel, on devrait avoir l'année, mais à ce moment-là, on lui donnerait la valeur nulle. Alors là, ça nous permet, donc c'est déjà, avec ce modèle colonne, on peut avoir d'un tuple à un autre des colonnes qui sont différentes. J'avais dit tout à fait au départ que les colonnes, on les assimile aux attributs dans le modèle, aux champs, donc aux attributs dans le modèle relationnel. Alors, les implémentations les plus connues, c'est HBase, bien sûr, et puis Cassandra. Les deux sont assez connus. Hein.
Il décrit un livre. Pour revenir à l'exemple pour clé valeur, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple du film L'Esmlah City et il y avait plusieurs acteurs. Donc, il y avait une liste d'acteurs. Alors, je ne pouvais récupérer que toute la liste. Hein, donc, je fais la requête avec le mot, la clé et j'ai toute la valeur. Par contre, là, si je mets, je peux en fait requêter, c'est-à-dire avoir une requête plus fine. Le dernier modèle des bases de données NoSQL, c'est le modèle graph. Ces bases de données permettent la modélisation, le stockage et la manipulation de données complexes qui sont liées par des relations non triviales ou variables. C'est un modèle de représentation de données qui est basé sur la théorie des graphes et qui s'appuie sur les notions de nœuds, de relations et de propriétés qui leur sont rattachées. Les implémentations les plus connues, c'est le Neo4j et OrientDB. Et là, juste, je voudrais faire une petite remarque sur OrientDB. En fait, OrientDB, c'est une base de données où vous avez, donc c'est un modèle graph, hein, mais les nœuds sont en fait des documents. Donc, vous avez en fait un mix entre deux modèles, qui est le modèle graph et le modèle document. Alors, ces bases de données orientées graph utilisent un moteur de stockage pour les objets similaires à une base documentaire, hein, où chaque entité de cette base étant nommée un nœud, un mécanisme de description d'arcs. Donc, les arcs, c'est les relations entre les objets. Elles sont bien plus efficaces que les bases de données relationnelles pour traiter les problématiques liées au réseau. Elles sont adaptées à la manipulation d'objets complexes organisés en réseau, cartographie, réseaux sociaux et ainsi de suite. Et là, vous avez un petit exemple qu'on retrouve dans la littérature et qui est issu du livre Introducing Data Science. Donc, vous avez une personne qui est le propriétaire donc d'Octopus Table, qui a un client de webshop, qui a des amis, qui aiment des choses, qui aiment, enfin, et ainsi de suite. Donc, c'est tout un réseau. Enfin, voici quelques exemples d'applications. Donc, bon, le premier, je pense que c'est les précurseurs, c'est Google avec Bigtable, qui est un modèle colonne. LinkedIn, Voldemort, c'est un modèle clé-valeur. Facebook, Cassandra, c'est un modèle colonne. Twitter, donc HBase ou Hadoop. Donc, quand on dit HBase, c'est un système donc de gestion de base de données NoSQL qui est implémenté, donc orienté colonne, mais qui est indissociable de la plateforme Hadoop. Netflix, vous avez SimpleDB, toujours HBase ou Hadoop, Cassandra, donc toujours orienté colonne, CERN qui est CouchDB orienté document et Amazon Dynamo, donc la Dynamo React, hein, orienté clé-valeur. Donc juste un mot pour HBase et Hadoop. Donc Hadoop c'est un écosystème, voilà, on voit bien que HBase repose sur la base de cet écosystème-là, c'est le système HDFS. Hein. HDFS, c'est Hadoop Distributed File System, c'est un système de gestion de fichiers distribués. Et là, en fait, c'est ce qui ouvre, c'est cette manière de stocker, c'est la gestion et la distribution des fichiers qui ouvre la voie à cette base de données ou à ce système de gestion de base de données NoSQL. Alors, pour clôturer, je vous redonne les références de cette petite donc, présentation. Nous avons Introducing Data Science, c'est un livre que vous pouvez trouver, vous pouvez télécharger, donc vous écrivez ça sur Google et vous avez le PDF. C'est un livre en fait qui traite du Big Data en général. Après, vous avez le Data Science, vous avez Python, parce qu'aussi Python c'est intéressant, hein. Et donc, il y a toute une partie sur les bases de données NoSQL. Donc, c'est un livre qui est disponible. Vous pouvez le télécharger, pardon. Puis, vous avez les bases de données NoSQL. C'est un livre qui existe au niveau de la bibliothèque de notre département. Malheureusement, moi, je l'ai utilisé, mais en ce temps-là, je ne pense pas que ce soit ouvert. Peut-être que vous pourrez le trouver, donc, en cherchant un petit peu. De toute façon, moi, j'ai travaillé sur la version papier. Toute cette série, donc là, MongoDB, HBase, vous pouvez trouver donc là l'exemple que j'avais pris sur
sur le CD, c'est tiré de ce livre-là, MongoDB, et vous avez aussi HBase. Mais en fait, par rapport à notre module, le plus important, donc la prise en main pour nous, ça va être MongoDB. C'est MongoDB qu'il va falloir maîtriser. Bien sûr, connaître comment fonctionne un petit peu HBase. On va le voir donc en TD, peut-être en ligne de commande, mais surtout, c'est par rapport nos TP, donc nos implémentations, le développement, la modélisation que l'on fera, c'est avec MongoDB. Voilà. Sur ce, donc je termine cette présentation et je vous remercie. On se revoit donc notre prochaine séance en visioconférence. Donc on partira sur MongoDB. Voilà. Au revoir.